La salle est à vous. Bonne conférence. Merci. Merci. Je vais peut-être me mettre en caméra. Super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je m'excuse, je suis en déplacement professionnel à Deauville, mais je suis très heureux de vous présenter le projet Pulse, qui est donc une collaboration artistique et scientifique que nous avons créée avec Arthur Le Sceau, qui est doctorant en astrophysique, et moi-même, Léo Fourdrinier, qui suis artiste. Donc le projet a pour thématique les étoiles, mais plus précisément les étoiles déprimées. Et il s'est décliné en trois parties, une exposition personnelle, une exposition collective et un disque musical. Ce projet a été produit dans le cadre de la résidence Booster 4, Arts, Sciences et Nouvelles Technologies, qui était conduite par le Port des Créateurs et qui a eu lieu de novembre à décembre 2020. Et donc dans une ville que j'ai découverte à ce moment-là, qui est Toulon. Donc la collaboration avec Arthur autour de la thématique des étoiles déprimées, elle s'est créée tout naturellement, puisqu'on se connaît depuis maintenant une dizaine d'années, je crois. Et lors d'un été en bord de piscine, dont j'ai encore la photo, qui est là, il m'a parlé de ses recherches autour des étoiles déprimées, et ça a déclenché en moi une passion qu'il va vous expliquer. Je vais juste changer d'écran. Oui. Donc, merci à tous. Oui, merci Léo pour l'introduction. Moi, je vais commencer par vous parler du projet, mais du point de vue plus scientifique. Donc, parce qu'une étoile déprimée, c'est vraiment un objet astrophysique donc on étudie aujourd'hui. Et donc, je vais vous présenter ce que c'est. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une étoile? Donc, une étoile, vous savez sûrement à peu près ce que c'est. Il y en a une que vous connaissez bien, qui est le Soleil. Vous la voyez souvent ici à Toulon. Mais donc plus précisément, en fait, une étoile, c'est une boule de gaz très chaud qui va rayonner de la lumière, et cette boule de gaz va créer elle-même sa propre énergie. Son énergie, ça provient des réactions nucléaires qui ont lieu en son cœur. Donc principalement, c'est des atomes d'hydrogène qui vont fusionner pour donner des atomes plus lourds qui sont de l'hélium. Et ces réactions dégagent beaucoup d'énergie qui va être transportée du cœur vers la surface de l'étoile, où ça va être rayonné sous forme de lumière principalement. C'est pour ça qu'on peut les voir. Et la caractéristique principale d'une étoile, en fait, c'est sa masse. Parce que la masse d'une étoile, c'est ce qui va permettre de déterminer la durée de vie de l'étoile. Par exemple, ici, vous avez en photo, une photo du Soleil, qui lui est une étoile de relativement faible masse, qu'on appelle une naine jaune, et qui va avoir une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années. Les masses des étoiles vont varier d'environ 8% de la masse du Soleil. Les étoiles de faible masse vont vivre beaucoup plus longtemps. Pour l'instant, elles sont à peu près l'âge de l'univers, mais on ne sait pas exactement jusqu'à quand elles vont pouvoir vivre. Alors que les étoiles beaucoup plus grosses, il y en a qui peuvent faire jusqu'à 200 fois la taille du Soleil. Et ces étoiles vont avoir des durées de vie relativement courtes, de quelques centaines de millions d'années. Voilà, donc c'est également la masse qui va déterminer la température de l'étoile et donc sa couleur. On a des étoiles qui sont jaunes ou blanches, comme le Soleil, mais les étoiles plus chaudes et plus grosses vont être plutôt bleues, et les étoiles plus froides vont tendre vers le rouge. Donc, après cette petite introduction dans la définition d'une étoile, je vais essayer de vous résumer brièvement la vie d'une étoile. Normalement, c'est quelque chose qui dure 10 milliards d'années. Je vais essayer de vous le résumer en 1 ou 2 minutes. Donc, tout d'abord, les étoiles naissent dans des nébuleuses. En fait, ce sont des nuages de gaz et de poussière dans lesquels on va avoir des régions qui vont devenir de plus en plus denses par accrétion de matière. Donc des filaments qui vont se former, comme vous pouvez voir ici sur l'image, où voilà, la poussière va s'agréger jusqu'à devenir former une boule de matière, en fait, une boule de gaz et de matière, jusqu'à former ce qu'on appelle une proto-étoile. Donc une proto-étoile, c'est ce que vous pouvez voir sur cette image au centre, donc la boule de matière qui va devenir de plus en plus dense avec de la matière qui va tomber en spiralant autour, donc ça va former le disque que vous voyez autour de la proto-étoile, et c'est également dans ce disque que vont se former les planètes autour de l'étoile.
Et une fois que, donc en se condensant, la matière va chauffer. Et une fois que la température sera suffisamment élevée, les réactions nucléaires vont démarrer au centre de l'étoile vont démarrer au centre de l'objet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut réellement parler d'une étoile. Donc ici, vous avez une photo du Soleil. Donc c'est une étoile qui est ce qu'on appelle la séquence principale. C'est la période de vie la plus longue et la plus stable de l'étoile, durant laquelle elle va tranquillement consommer tout le fuel qu'elle a disponible, donc tout l'hydrogène qu'elle a de disponible en son sein, et qu'elle va brûler tranquillement jusqu'à épuisement. Une fois que cette matière sera épuisée, on arrive à un stade, donc c'est le stade des vieilles étoiles, que l'on appelle également les géantes rouges. Donc durant cette étape, en fait, le type de réaction nucléaire va légèrement changer au centre de l'étoile, ce qui va provoquer un refroidissement de l'étoile. Donc en refroidissant, elle va avoir une couleur plus rouge. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une géante rouge et une géante, parce qu'en refroidissant, elle va également voir sa taille être décuplée de manière vraiment phénoménale. Comme vous pouvez voir ici une comparaison, donc on a le Soleil en tout petit à gauche et une étoile géante rouge ici sur la droite. Donc ici, c'est un peu l'avenir de notre Soleil dans le futur. Mais bon, ce n'est pas pour tout de suite, il y en a encore pour 3 ou 4 milliards d'années avant ça. Et après ça, on a donc la mort de l'étoile. Donc les sources d'énergie au centre vont s'éteindre, les réactions nucléaires vont s'arrêter, et toute la matière va se condenser pour former une épave d'étoile, un peu comme une grosse roche qui va continuer un peu à émettre un faible rayonnement, mais qui sera plus que de la taille de la Terre à peu près, mais beaucoup plus dense du coup, parce que ce sera toute la matière qui était disponible dans l'étoile qui va s'agréger en un petit espace. Voilà. Donc ensuite, plus particulièrement, je vais présenter mes recherches. Donc moi, je m'intéresse à un domaine qui s'appelle l'astérosismologie. Donc la sismologie, vous devez sûrement connaître pour la Terre. Donc c'est l'étude des ondes qui se déplacent à l'intérieur de la Terre. Et l'astérosismologie, c'est la même chose, mais pour les astres, donc pour les étoiles. Car dans les étoiles, on a des ondes qui vont se déplacer. Et en arrivant à la surface, ces ondes vont faire varier la luminosité de l'étoile légèrement. Pourquoi c'est un domaine d'étude intéressant? Tout d'abord parce que ces ondes permettent d'expliquer de nombreux processus physiques qui permettent d'expliquer pourquoi une étoile peut vivre aussi longtemps, pourquoi une étoile va être en rotation sur elle-même ou non. Par exemple, ces ondes peuvent transporter de l'énergie d'un point A à un point B ou de la matière dans l'étoile. Et ces ondes, en fait, elles sont excitées. C'est un peu comme quand vous avez une casserole d'eau qui bout, et vous avez les bulles qui partent de la région chaude, le bas de la casserole, et qui remontent et qui éclatent à la surface. Et donc, on a un peu le même principe dans les étoiles. Donc, une onde qui va être excitée proche du centre va remonter jusqu'à la surface de l'étoile, mais entre-temps, elle va traverser toutes les couches intermédiaires. Et donc, en arrivant à la surface, elle va pouvoir transporter de l'information sur la structure interne de l'étoile. Et donc, cela est également important. Donc, c'est grâce à ces observations que les astronomes peuvent en déduire des informations sur le fonctionnement interne des étoiles. Donc, voici une petite vidéo pour essayer d'expliquer ça plus clairement. Donc, ici, c'est une modélisation d'une étoile une étoile un peu une étoile différente du Soleil, mais qui a un type d'oscillation en particulier. C'est une étoile pulsante. Et donc on peut voir ici en se rapprochant que la luminosité varie périodiquement dans le temps, ce qui va permettre de déterminer des fréquences d'oscillation de l'étoile. Et donc c'est l'analyse de ces fréquences qui permet d'en déduire des informations sur les propriétés de l'étoile. Donc c'est normalement des variations qui sont très lentes. Ici vous avez une vidéo d'1 minute qui normalement simule 24 heures de la vie d'une étoile. Mais donc, qu'est-ce qu'une étoile déprimée, au final? Donc, l'étoile déprimée, en fait, c'est une idée qui est venue du Petit Prince. Sûrement que vous avez déjà lu, mais en fait, dans Le Petit Prince, à un moment, quand il parle au narrateur, il lui dit « Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. »
Et en fait, c'est ce rire des étoiles que l'on compare aux oscillations des étoiles. Les étoiles qui vibrent, on dit que ce sont des étoiles rieuses. Et il y a une dizaine d'années, il a été découvert que certaines vieilles étoiles, les géantes rouges dont je viens de vous parler, présentaient des anomalies d'oscillation. Il y avait certaines fréquences d'oscillation qui étaient manquantes. Et donc, par analogie aux étoiles rieuses du Petit Prince, on a appelé ces étoiles les étoiles déprimées, car elles vibrent et rigolent beaucoup moins que les étoiles classiques, on va dire. Voilà donc pour ce qu'est une étoile déprimée. Donc ça, c'est toujours un sujet qui est vraiment... les découvertes à peine une dizaine d'années, donc c'est un sujet d'étude qui est vraiment très actif aujourd'hui. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez regarder cette vidéo par une de mes collègues qui travaille au Flatiron Institute à New York, qui s'appelle « Astérosismologie, interpréter le rire des étoiles ». Je vais maintenant laisser Léo vous présenter la partie plus artistique du projet. Merci. Merci Arthur. Donc, la première partie du projet était mon exposition personnelle, Pulse, qui a eu lieu du 1er février au 2 mai 2020 à la galerie L'Axolote à Toulon. J'y présentais un ensemble d'œuvres nouvelles produites durant les 2 mois de résidence au Port des Créateurs, qui ont été créées en étroite collaboration avec Arthur. On communiquait régulièrement par téléphone, par email, à propos de l'évolution de ses propres recherches et des correspondances qu'on pouvait trouver avec mes différentes expérimentations artistiques, la cohérence du choix de mes matériaux pour mes sculptures ou la narration que je donnais à mes interprétations des étoiles déprimées. Et en fait, toutes les infos que me donnait Arthur m'inspiraient plus d'un point de vue poétique. Et je faisais ensuite des analogies avec des poèmes ou des textes philosophiques que j'avais lus. Donc, je vais vous montrer quelques vues de l'exposition. Donc, le nom lui-même du projet, Pulse, et toute la scénographie de l'exposition était structurée par rapport aux recherches d'Arthur. Donc, cette exposition n'était plus une illustration du travail scientifique, mais plutôt une interprétation complètement personnelle de la formule poétique qui m'avait beaucoup touché, donc des étoiles déprimées. Et donc, j'ai considéré ces étoiles qui étaient pourvues d'émotions comme les personnages du projet. On peut voir ici le 3e espace. Et je vais vous présenter brièvement 4 œuvres pour lesquelles j'avais une affection particulière dans cette exposition. Donc la première, Delta Marble Records, c'est une œuvre composée de 5 blocs de marbre qui sont gravés au laser. La gravure au laser a été réalisée d'ailleurs par le Fab Lab de TBT, que je remercie. Et sur ces blocs, j'ai fait graver toutes les informations théoriques, philosophiques et poétiques qui m'ont aidé à construire le projet. Donc on peut retrouver des documents issus du mémoire de fin d'études de Arthur. Pardon, je crois qu'il y a du bruit parasite. Un poème de Paul Éluard, mais également des documents issus d'un livre de Gaston Bachelard qui s'appelle La psychanalyse du feu. Et ces informations-là étaient gravées donc, sur ces blocs de marbre que certains d'entre vous reconnaissent peut-être, qui sont en fait les blocs issus du sol rénové de certaines places de Toulon. Et donc sur le chantier de la place des Halles, les ouvriers à la fin du chantier m'en ont légué, mais voilà, ça avait une importance particulière pour moi que de graver mes références sur le sol que j'ai arpenté pendant mes expérimentations. Pièce maîtresse de l'exposition, Love Like a Sunset. Donc cette sculpture, c'est un assemblage d'une moto Kawasaki RX1000 retournée avec un cercle lumineux en LED rouge qui évoque formellement le coucher de soleil et donc symboliquement le sentiment amoureux, la romance, le moment romantique, mais aussi l'avenir. J'ai choisi la moto pour représenter ces émotions parce que c'est un véhicule pour 2 personnes qui m'inspire, qui est synonyme, je trouve, de liberté et de puissance. Et aussi, lorsqu'on se retourne en moto, on dit qu'on fait un soleil. Donc, l'idée de l'œuvre est venue aussi de cette expression. Et il faut noter que c'est dans l'exposition la seule œuvre qui fait référence à notre soleil que nous connaissons, même si elle a un aspect plutôt science-fiction. Oui, donc en plus, cette œuvre est aussi importante que d'un point de vue scientifique, elle l'interroge aussi sur l'avenir de notre soleil. En fait, Léo a choisi de représenter ici le soleil avec des néons de couleur rouge. Et comme je vous disais, le soleil, donc, dans le futur, deviendra une étoile géante rouge.
Et la question qu'on se pose actuellement, enfin, d'un point de vue astrophysique, c'est de répondre à la question, est-ce que le Soleil va déprimer dans le futur ou est-ce que ça restera une étoile rieuse par la suite? Mm. Ensuite, en face, on pouvait retrouver cette série, La lumière dans les veines, qui est une série de 5 hauts-reliefs en béton, dont le cœur est recouvert de clous tapissiers en laiton, qui sont visibles en fait à travers ces failles. Et pour la composition de cette œuvre, je m'inspirais directement de la méthode de travail d'Arthur, donc de l'astérosismologie, dont il parlait tout à l'heure, donc d'un rapport entre la surface et les mouvements internes. Et avec cette série, je voulais retranscrire cette quête qu'ont les scientifiques comme Arthur de la compréhension de la matière et donc d'une richesse qui est cachée. Et donc la diversité, enfin la multiplicité des clous renvoyait ici en fait à un reflet infini qui représentait aussi la multitude des étoiles dans l'univers. Enfin, avec cette installation qui clôturait l'exposition, j'évoquais l'idée d'astéroïdes, de résidus et donc de fin de vie d'une étoile. Donc ces œuvres représentent ce dont je vous parlais tout à l'heure, les naines blanches, qui sont les résidus d'étoiles mortes, qui sont un peu comme des grosses roches qui continuent à émettre une très faible lumière pendant des milliards d'années jusqu'à refroidir totalement et devenir vraiment juste des roches inertes. Voilà, donc j'y voyais, moi, un rapport, enfin, en tout cas fictionnel, bien sûr, mais avec une représentation de ce qui pourrait être des astéroïdes, et qui sont ici, en fait, représentés avec 3 pierres que je suis allé récupérer au sommet du mont Faron. Et donc, de la même manière qu'avec les blocs de marbre gravés, il était primordial pour moi, en fait, de construire mes œuvres avec des matériaux de mon environnement, et donc de relier, finalement, l'environnement minéralogique de Toulon avec le fantasme que j'ai des matières astrales. La seconde partie du projet était l'exposition collective Pulse System qui s'est tenue du 26 juin au 14 août 2020, toujours à la Galerie Laxolotte. Et pour cette exposition, nous avons invité 12 artistes à nous rejoindre en présentant des œuvres qu'on a sélectionnées avec Arthur, justement en utilisant aussi son regard scientifique pour avoir une cohérence dans le projet. Donc toutes les œuvres des artistes étaient déjà produites et ça a été un travail de prospection et d'interprétation pour mettre donc ces œuvres qui ne sont pas forcément inspirées de l'univers scientifique en dialogue avec la théorie des étoiles déprimées. Donc il y avait beaucoup d'œuvres, je vais vous parler que de 3 d'entre elles. Vous avez ici une vue de l'exposition. La première dont j'aimerais parler est un programme de l'artiste Juliette Feck qui vit et travaille à Marseille. Et son œuvre, donc Essence constellationniste, c'est un programme en réalité virtuelle qui se consultait via un casque VR et qui présente en lévitation des photographies de résidus de voitures carbonisées lors d'incendies criminels à l'Estac. Donc, elle est partie scanner sur les terrains vagues utilisés par le milieu du crime marseillais pour faire disparaître les preuves. Et elle a joint à ces photographies, donc, qui sont mises comme ça dans un espace abstrait, les données GPS de chaque voiture incendiée. Et si cette œuvre nous a beaucoup touchés, c'est par son esthétique, bien sûr, galactique, mais aussi parce qu'elle faisait un lien poétique entre les matériaux terrestres et industriels manipulés par l'humain et la représentation qu'on a des matières astrales. C'est vrai que sur cette œuvre, on a tout de suite une atmosphère très interstellaire ou intergalactique avec ce fond noir et ces objets qui flottent, qui dérivent un peu à l'infini. Et de plus, les coordonnées GPS qu'on a pour ces épaves évoquent fortement les systèmes de coordonnées qu'on utilise en astronomie pour repérer et identifier les objets célestes. Ensuite, il me tenait à cœur de présenter cette œuvre de Pierre Renucci, qui est artiste actuellement étudiant justement à l'École des Beaux-Arts. Et son travail, à lui, n'est pas directement inspiré par l'astrophysique, mais il est très sensible à l'esthétique de la ruine, et donc à la fragilité des matières, des corps ou même de l'architecture. Et avec cette structure, il souhaitait parler justement de la transformation que les matières subissent avec le temps. Et donc, Structure Style, elle s'appelle, elle faisait écho aux représentations mathématiques d'un espace physique, ici avec la suggestion d'un champ d'astéroïdes en lévitation, en tout cas de fragments que j'interprétais comme un apesanteur. Enfin,
cette vidéo de Nona Ionescu. Je vais essayer de vous avancer un petit peu. Ah. Bon. Cette vidéo de Nona Ionescu, qui est une artiste qui vit et travaille à Bucarest, c'est en fait une animation pour tenter de visualiser le processus de formation des pierres concrétionnées. Donc, c'est une transformation, c'est le passage de l'état moléculaire à l'état minéral. Et encore une fois, à travers cette vidéo, on avait un lien entre nos matières terrestres et celui similaire des matières célestes et astrales. Et il y avait un rapport tout à fait poétique dans cette réflexion et cette douceur et ce regard qui est porté sur notre environnement terrestre qu'on peut retrouver, je trouve, dans les recherches d'Arthur. Oui, de mon côté, je trouve aussi qu'il y avait un côté également une interprétation scientifique liée un peu à la formation d'étoiles. On voit au début cette espèce de nuage de fumée et de poussière rose dans lequel viennent surgir deux objets sphériques qui peuvent faire penser à deux étoiles qui se forment dans ce nuage de poussière. Et on a également ensuite ces boules qui viennent être déformées de certaines façons, qui peuvent évoquer la déformation que les étoiles subissent à cause des ondes qui vont se propager en leur intérieur. Ouais. Ouais, on avait en fait avec ces œuvres effectivement de nombreux liens à la fois visuels mais aussi conceptuels avec les méthodes de travail et les sujets observés de Arthur. Enfin, la troisième partie, Pulse Soundtrack, qui était une nouvelle interprétation des étoiles déprimées. Nous avons proposé à 4 musiciens, Adhémar, Barabandé et Marbre, de composer un morceau à partir de la retranscription sonore de la fréquence lumineuse d'une étoile mourante. Donc là, Arthur va vous en dire un peu plus sur le fichier sonore que nous avons fourni comme matière première aux artistes. Non, en fait, ce qui était intéressant, c'est que le fichier sonore que je leur ai fourni, à la base, ça ressemble un peu au son qu'on a entendu pendant la vidéo que je vous ai présentée au début. Et en fait, normalement, dans l'espace, c'est du vide, donc on ne peut pas entendre directement ce son. Et en fait, c'est une interprétation, ce son qu'on fait de l'oscillation lumineuse de l'étoile. Donc c'est déjà une interprétation physique que nous, on fait d'un signal lumineux en interprétation sonore. Et les artistes sont venus réinterpréter musicalement cette interprétation du signal lumineux. Donc si jamais cela vous intéresse, je crois qu'il y a certains exemplaires du vinyle qui sont dans la salle et qui sont sinon aussi en vente sur le site de la galerie L'Axolot, mais aussi sur place à Toulon. Pour faire une brève conclusion, évidemment, cette collaboration, moi, elle m'a apporté quelque chose de fascinant, en tout cas des explications sur un sujet qu'on voit tous les jours, le soleil ou les étoiles, mais avec des précisions qui finalement ont complètement accompagné et transformé mon travail et ma pratique. Et à ce propos, je voulais bien sûr remercier tous les gens qui nous ont accompagnés, aidés, assistés pour ce projet, tous les artistes, plus particulièrement l'équipe du Pour des créateurs, Julien Carbone, Marion Genet-Fougera et William Hacker, et tous les autres. Merci. Merci. Merci beaucoup. On m'entend. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on a le temps pour une question, si vous en avez une. Oui, allons-y. Du coup, moi, ce sera plus sur la partie scientifique. Alors déjà, je trouve ça génial parce que t'es peut-être le premier qui a ses papiers marbrés, écrits dans le marbre, quoi. Ça, c'est cool. Et ouais, en fait, c'est la matière que t'as toi, en fait, pour faire tes travaux. C'est juste des fréquences, quoi. C'est des ondes. Déjà, comment est-ce que tu différencies vraiment ce qui t'intéresse d'autres types d'informations qui sont associées à ces ondes-là, voire même de l'instrument que tu utilises pour faire la mesure, en fait, finalement. Et voilà, donc comment est-ce que tu as cette matière et est-ce qu'elle est limitante à l'inverse de eux où ils créent complètement, c'est l'inverse, en fait, ils créent leur vérité avec toutes les matières et à partir de ta vérité à toi et comment est-ce que toi, voilà, tu as cette matière initiale, en fait? En fait, c'est l'observation de ces fréquences de variation lumineuse. Donc on a des dizaines de fréquences différentes. Donc ça nous fait tout un ensemble cohérent de fréquences d'oscillation. Et en fait, on utilise. Il y a tout un travail de nettoyage des résultats pour extraire le signal important.
Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des techniques d'inversion. En fait, on va faire un modèle, essayer de faire un modèle de l'étoile à partir de ce qu'on connaît, parce qu'à partir de d'autres techniques, on peut déterminer sa masse, son rayon, par exemple. Et on va faire un modèle numérique de l'étoile, par exemple, assumer un profil de densité ou de température de l'étoile, et simuler ces oscillations pour voir si les fréquences qu'on obtient de l'oscillation à partir de telle composition de l'étoile, ça va matcher les fréquences qu'on observe. Donc en fait, on part de ce qu'on... C'est un peu l'inverse d'habitude, on part de ce qu'on observe pour essayer de déduire ce qui provoque ce résultat, en fait.